Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. « 16h34 ». Nous avons avec nous en ligne le professeur au département de l'éducation professionnelle militaire au Collège militaire royal de Saint-Jean et historien militaire. Il s'agit de Mourad Djebabla, qui est donc professeur au département de l'éducation du Collège militaire royal de Saint-Jean. Bon après-midi, professeur. Bonjour. Ça va bien, professeur? Très bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien, même quand ça va mal dans le monde, professeur. Ça va très mal dans le monde avec cette guerre entre Israël et le Hamas. Nous sommes au jour 25-26 de cette guerre. Et on ne peut pas parler d'une guerre équilibrée étant donné que Israël pilonne avec son aviation le camp qui est devenu le Hamas est battu jusqu'à un certain point. La bande de Gaza devient comme un territoire vraiment écrasé. Qu'est-ce qui reste? Peut-être les couloirs, le sous-sol qui est protégé. Et on peut déjà prédire l'issue de cette guerre, non? En effet. En fait, un élément qui est important et qu'on oublie peut-être de trop souligner, c'est que dans le cadre de ce conflit, ce qui fait, pour essayer de comprendre finalement la logique israélienne, c'est que d'un côté, vous avez une armée conventionnelle, qui est l'armée israélienne, et de l'autre, vous avez le Hamas, qui n'est pas une armée conventionnelle, mais un groupe terroriste armé militarisé. Or, ici, ce que fait le Hamas, c'est ce que nous démontrent les événements, c'est que pour pouvoir contrebalancer le rapport de force, il entraîne l'armée israélienne dans ce que l'on appelle une guerre urbaine dans la bande de Gaza. Le but étant pour le Hamas d'essayer de casser la supériorité militaire de l'armée israélienne en se fondant au sein de la population, en ayant préparé aussi le terrain, comme vous le dites, notamment avec des souterrains. Et en fait, au fur et à mesure que l'armée israélienne va créer des ruines par ses destructions, elle va donner des avantages à cette armée du Hamas pour pouvoir résister à l'armée israélienne. Donc on est véritablement dans ce contexte de guerre urbaine où le rapport de force finalement est inversé, où d'ailleurs la plupart des armées dans toute l'histoire militaire craignent les guerres urbaines parce que ce sont des conflits où la menace finalement vient de partout et les guerres urbaines sont plutôt en faveur des assiégés. Donc c'est cette stratégie-là qu'il faut comprendre, je pense, du Hamas. Et bien entendu, c'est la population civile qui en fait les frais, même si on peut critiquer également le choix fait par l'armée israélienne de lancer ces bombardements de manière totalement aveugle, ce qui contrevient d'ailleurs, et c'est certaines critiques que l'on voit notamment de certains juristes israéliens, ce qui contrevient au droit international concernant les populations civiles qui sont en situation de siège. Et ça, je pense, c'est une critique que l'on peut faire au niveau de l'armée israélienne, de vouloir, comme on l'a vu là dernièrement, bombarder un camp de réfugiés pour tuer un leader du Hamas, faire des dizaines de morts civiles. Donc ça, c'est une critique que l'on peut faire. Grosso modo, ce que l'on peut dire, c'est qu'Israël ne doit pas ignorer les interdits qui sont fixés par le droit de la guerre, le droit international. Or, pour le moment, et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a un silence de la communauté internationale du fait que l'armée israélienne, finalement, va à l'encontre
du droit international concernant la protection des populations C'est civiles. exactement ce à quoi ressemble cette situation-là. C'est Israël qui ne choisit pas, si on veut, le terrain de la guerre, qui est obligé de rentrer dans la bande de C'est ça. Gaza. Mais c'est Israël qui a aussi l'autorisation de tuer, incluant des civils et des enfants, parce qu'on considère que c'est une lutte contre l'ombre que mène Israël, effectivement, sur un territoire où habitent encore des gens. Mais Israël avait demandé à ces Gazaouis de laisser la scène de guerre. S'il en reste encore, est-ce qu'on peut imputer cette responsabilité-là à Israël? Ben, d'un côté, Israël, dans son action, a tout à fait le droit de se défendre. Israël a été attaqué par un groupe terroriste armé. Ensuite, Israël a bien entendu le droit de procéder comme tel à une guerre urbaine, une guerre de siège. Par contre, elle ne peut pas passer outre le droit international. Ensuite, en effet, comme vous dites, elle a demandé à la population civile d'évacuer, mais en même temps, cette population civile pour aller où lorsque ses seuls biens sont véritablement dans ce qui leur reste de la bande de Gaza. C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans la plupart des conflits militaires. Si vous regardez la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les armées russes avancent en Prusse orientale, vous avez des populations civiles qui restent sur place malgré l'avancée des troupes soviétiques. Pourquoi? Parce que leurs seuls biens sont depuis plusieurs générations sur ces terres-là et qu'ils ne savent absolument pas où aller. Donc oui, Israël a demandé aux populations civiles d'évacuer la zone des combats, mais en même temps, cette zone des combats, c'est la ville, c'est le territoire de Gaza, et de ce fait même, l'armée israélienne est normalement tenue par le droit de la guerre de normalement ne pas cibler spécifiquement des populations civiles, de ne pas détruire non plus spécifiquement des infrastructures nécessaires, hôpitaux, écoles, égouts, conduite d'eau, etc., qui servent à la population civile. Et c'est là, je pense, qu'il y a véritablement un problème et qui joue d'ailleurs en défaveur de l'armée israélienne au niveau de l'opinion internationale. On le voit au niveau des manifestations qu'il y a pu y avoir à Washington, même si au niveau de ses alliés, je pense notamment aux Américains, il y a un silence vis-à-vis de cette action d'Israël qui contrevient Mais au droit élémentaire de la guerre. combien de temps peut durer encore ce silence lorsque presque le monde entier est révolté par cette guerre inéquitable? On ne veut pas dire que le Hamas avait raison, en tout cas les membres, d'aller sur le territoire israélien et commettre ce carnage, surtout Non, bien concernant entendu, tout à les fait. enfants, les femmes, etc. Mais comment donner une réponse à une erreur, si on veut, à une boucherie par une autre boucherie, on n'est pas mieux. C'est exactement en fait tout le problème de la question palestinienne et israélienne, c'est que l'armée israélienne, en bombardant Gaza, en tuant des civils de la bande de Gaza, ne fait finalement qu'entretenir la haine des Palestiniens vis-à-vis des Israéliens et des enfants qui aujourd'hui perdent des parents. Ce sont demain de futurs combattants pour le Hamas, et c'est là en fait tout le drame de ce conflit entre Israël et le Hamas. Il y a aussi un élément que l'on n'a pas beaucoup parlé dans les médias, mais c'est de savoir pourquoi le Hamas a-t-il attaqué en territoire israélien. Il y a des raisons derrière. Et cette raison, c'est simplement cet enchaînement de violences vécues par les Palestiniens, par lequel répond le Hamas, et la réaction surdimensionnée d'Israël ne fait qu'entretenir encore plus cette haine. C'est un conflit sans fin, pourrait-on dire. C'est la voie diplomatique qui devrait l'emporter. On était d'ailleurs à quelques doigts d'avoir cette solution avant l'assassinat d'Isaac Rabin, mais ce n'est pas par les voies militaires qu'on y arrivera. La violence engendre la violence, et les morts que Israël fait aujourd'hui et les orphelins qu'Israël fait aujourd'hui parmi les Palestiniens, ce sont de futurs combattants euh, parmi lesquels le Hamas pourra recruter. C'est, je pense, tout le drame de ce conflit. Ensuite, au niveau euh, de la communauté internationale, on le voit très bien à Washington, pour les Américains,
qui ont voté des aides pour l'Ukraine et Israël, il n'y a même pas un mot qui a été fait au niveau de cette population palestinienne. L'ONU a beau critiquer les actions d'Israël, mais ne peut véritablement rien faire, le Conseil de sécurité étant contrôlé par les grandes puissances, dont les États-Unis. Et c'est, je pense, tout le drame de cette question palestinienne. Et pourtant, professeur, moi, j'avais tendance à voir au contraire un bel appui dans les populations. Si on regarde Oui. la région du Moyen-Orient, du Proche-Orient, ben, presque tout le monde, là, ceux qui s'apprêtaient à sabler le champagne pour la, comment dirais-je, la normalisation des relations avec Israël reviennent sur leur position, et c'est véritablement important pour continuer à vivre une anormalité normalement, hein, anormalité de la région, mais normalement, qui s'est normalisée dans les faits, n'est-ce pas? Il y a tout ça, mais je regarde même aux États-Unis le nombre de manifestations en faveur des Palestiniens. Je me pose la question, est-ce que les Palestiniens ont déjà été supportés depuis toutes ces guerres qu'on a dénombrées entre Israël et la Palestine? Oui, ben, vous aviez notamment la France, qui était un des principaux alliés de la Palestine du temps de Yasser Arafat. Mm-hmm. C'est vrai que le soutien à la Palestine est plus au niveau des associations de citoyens qui mettent de l'avant finalement les horreurs vécues par la population civile, mais quand on va au niveau des dirigeants d'État, ensuite, ce n'est pas le côté humanitaire qui embarque, c'est plus le côté politique qui va embarquer des alliés qu'il s'agit de préserver. Pour les Américains, pourquoi soutenir Israël? C'est parce que dans la région, vous avez la question iranienne. Et donc c'est pour cela que les États-Unis vont plutôt voter des crédits pour supporter l'armée israélienne, pour supporter Israël, parce que derrière, c'est la question politique, diplomatique, d'avoir Israël comme un barrage vis-à-vis de l'Iran. Et c'est pour cela qu'au niveau politique américain, on laisse un peu dans l'ombre la question palestinienne, dont Israël ne voudrait pas que les États-Unis prennent position en faveur. Donc c'est ces deux niveaux également qu'il faut comprendre. Au niveau de la population, c'est plus le niveau humanitaire, et c'est pour cela que je vous disais tantôt que le fait qu'Israël se soit lancé dans une guerre de type urbaine en mettant de côté le droit international pour les populations civiles, ça joue en sa défaveur au niveau de son image vis-à-vis de l'opinion publique, mais au niveau des alliés d'Israël, c'est l'élément politique qui embarque dans cette région où vous avez notamment la menace iranienne qui est la plus importante aux yeux de puissances comme les États-Unis. Mais lorsqu'on on sait que c'est une guerre qui est, bon, je dirais pas aussi vieille que le monde, mais au moins 70 années de guerre, de temps en temps, c'est une guerre sans fin, et on avait tendance à normaliser une situation qui est anormale quant aux Palestiniens, n'est-ce pas? Et là, maintenant, on ne peut plus faire semblant que l'autre État n'existe que sur papier et pas dans les faits. Est-ce qu'on peut revenir à la seule solution qui ait du sens? Est-ce qu'on a les moyens de revenir à la solution à deux États véritablement dans la région? Je vous dirais que présentement, non. Si vous regardez le gouvernement en place en Israël, qui est quand même très marqué vers l'extrême droite, ce n'est pas le genre de solution qui serait envisageable présentement avec un Premier ministre comme Netanyahou. Ça dépend véritablement des partis que vous avez en place en Israël. Ça dépend aussi de la volonté de puissances comme les États-Unis, qui, eux, sont plutôt focalisés vis-à-vis de l'Iran et qui n'ont absolument aucun intérêt de se mettre à dos Israël. Donc, présentement, les Palestiniens n'ont pas pour eux le contexte international, je vous dirais, dans la région. Donc, au niveau d'une normalisation, d'une cohabitation à deux États, ce n'est pas ce qu'il y a dans les cartons présentement du gouvernement israélien. Personne dans le gouvernement israélien n'est pour ce genre d'approche, au regard de la construction actuelle de ce gouvernement en tout cas. Et les pays de la région, entre autres l'Égypte, qui n'acceptent pas d'ouvrir les vannes pour recevoir des réfugiés palestiniens,
joue la bonne note de musique dans le sens que, en général, quand il y a de ces réfugiés-là qui quittent le territoire et on ne fait absolument rien pour qu'ils y reviennent, au contraire, c'est une occasion de repeupler, de continuer à peupler ces colonies de Juifs, n'est-ce pas? C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est un peu toute l'ambiguïté, en fait, de venir en aide à cette population. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs en 1949. Lorsque les populations palestiniennes ont été évacuées de régions entières pour ensuite implanter des colonies juives pour donner naissance à l'État d'Israël. C'est un peu le danger qu'il y a derrière et dont sont conscients les pays arabes de la région. Donc, il y a aussi l'autre élément qui est que dans les populations palestiniennes qui pourraient être accueillies, vous ayez des éléments du Hamas qui puissent s'infiltrer, puisque, comme je vous l'ai dit tantôt, le Hamas n'est pas une armée conventionnelle, c'est un groupe terroriste armé, et donc c'est toute la caractéristique de ce type de conflit asymétrique où ces combattants du Hamas se fondent dans la population et qu'il est très difficile ensuite de faire la différence entre un civil comme tel ou un combattant dormant qui par la suite pourrait continuer les actions à partir du pays d'accueil, ce qui ensuite poserait des problèmes diplomatiques entre l'Égypte et Israël. Il y a aussi cet élément-là qu'il faut considérer concernant la nature même de cette guerre qui est de type asymétrique. Dernier point, professeur, étant donné l'état d'avancement du service de renseignement des Israéliens, c'est une armée vraiment qui contrôle toute la région, ou presque la plus puissante de toute la région, et qui s'est fait faire la barbe comme ça par des terroristes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne doit pas se poser la question à savoir qui a intérêt dans cette guerre-là? Est-ce que c'est Netanyahou? Est-ce que ça ne serait pas un mauvais calcul? Puisque cette guerre, si c'est lui, est-ce que cette guerre va contribuer à le rendre plus populaire ou en tout cas beaucoup moins populaire qu'avant, au point qu'on demande déjà qu'il laisse ses fonctions? Je vous dirais que présentement, ça va plutôt jouer en faveur du gouvernement en place, puisqu'en règle générale, la population va plutôt se réunir vis-à-vis de ses chefs face à un danger, face à une menace, face à ce traumatisme qui a été vécu. On l'a très bien vu aux États-Unis en 2001 autour de George Washington Bush. Je vous dirais que c'est plutôt par le temps. Au fur et à mesure que ce conflit va s'enliser dans les rues et dans les ruines de Gaza, que peut-être à partir de ce moment-là, Netanyahou perdra des supports de sa population, mais dans l'immédiat, je vous dirais que la population fait plutôt bloc derrière son chef face au traumatisme vécu. Ensuite, au niveau des services de renseignement, c'est toute la difficulté des actes terroristes. Il est très difficile de pouvoir véritablement se renseigner vis-à-vis de ce genre d'actes. Fort probablement que ça a été un traumatisme, une surprise quant à l'ampleur que cela a pris, mais comme je vous disais en début, encore faudrait-il se questionner à savoir pourquoi le Hamas a-t-il mené ce genre d'action. Mais je pense que la plupart des gens, et tous les acteurs, et tout le monde le sait, la réponse est tellement claire, pas vrai? Le problème, c'est que ça n'a pas été questionné si vous écoutez on n'en parle pas. C'est ça le problème finalement, c'est ce silence, c'est cette chape de plomb que l'on met sur cette question et qui fait en sorte que ce conflit demeurera sans fin, parce qu'on ne se pose pas les vraies questions. On ne se pose pas la question de cette attitude d'Israël vis-à-vis de cette population, de cette action également d'Israël vis-à-vis des populations civiles, notamment le bombardement de ce camp de réfugiés, tuer des dizaines de civils pour cibler un chef. La réponse à cette question, c'est que ça ne se dit pas. C'est exactement ça, parce que ça pourrait froisser Israël et les États-Unis n'ont pas intérêt à froisser cet allié. Au regard de eux, ce qui les intéresse, c'est l'Iran. Mourad Djebabla, professeur au département d'éducation professionnelle militaire au Collège militaire royal de Saint-Jean, historien militaire. Monsieur Djebabla, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.